On va aller dans le dossier et dans décor de départ, on va ouvrir celui-là, le Snow Covered Street. Au niveau du nombre de pixels, image, taille de l'image, 1920 par 1280. J'ai peut-être intérêt quand même à multiplier les pixels. Donc, mais tentons par le filtre Neural Filters, Super Zoom, 3 fois par exemple. Qu'est-ce que ça va dire? Ah, je sais pas pourquoi, mais ça a mis 5 fois chez moi. Oui, bizarrement, parfois... oui, c'est parce que quand j'utilise des raccourcis clavier, en fait, pour zoomer. C'est pour ça que ça enclenche autre chose que ce que j'avais demandé. Faut absolument que... Voilà. Vérifiez bien qu'il est toujours bien indiqué 3 fois, parce que ça a tendance à changer quand on fait des raccourcis clavier. Ah oui, c'est la barre d'espacement en fait. La barre d'espacement, quand j'enfonce, il multiplie jusqu'à 16 fois. C'est foireux en fait ça. Faut absolument pas que j'utilise la barre d'espacement. Donc heureusement, c'est la main d'office. Parmi tous les petits outils qui apparaissent là, c'est d'office la main. Donc il faut que je me force à ne pas utiliser la barre d'espacement. Voilà. Alors, netteté, je vais peut-être augmenter la netteté. Supprimer les artefacts JPEG, s'il y en a, ils vont être supprimés. Voilà, ok. Et nouveau document en bas. Il est bien indiqué en bas que vous allez faire un nouveau document. Ok. Et donc, voilà le nouveau document. Et je pense que il n'y a pas photo. Si on compare le nouveau et l'ancien, on va pouvoir vérifier que la version améliorée est de meilleure qualité que l'original. Voilà. On est passé du truc ici à gauche à quelque chose de plus correct. Donc ça, c'est le genre de choses, c'était de la science-fiction il y a encore 3 ans. C'est des logiciels qu'on voyait dans des mauvaises séries sur le FBI. Et puis voilà, ça arrive. Vous savez, quand on faisait apparaître, au départ de 3 pixels, on faisait apparaître le numéro de plaque d'une voiture. Ok, donc je continue avec l'image d'origine. Là, en fait, je la supprime, voilà. Et je continue au départ de l'image améliorée. Donc plus de pixels, ça veut dire que si j'amène la lionne dans cette image, ben, elle sera peut-être pas trop grande. Elle sera peut-être un peu trop grande, je pourrais la réduire un peu, mais en tout cas, pas beaucoup. Je ne devrais pas la réduire énormément. Donc, je suis ici dans l'image où il y avait les 3 lionnes, dont celle dont vous avez modifié les yeux, là. Alors, palette des calques. On essaye de repérer laquelle c'est, en éventuellement faisant clignoter les yeux, ou vous avez aussi l'outil de déplacement avec, dans la barre contrôle ici, sélection automatique groupe. Sélection automatique groupe, et alors quand vous cliquez sur
une lionne ou l'autre, vous avez son groupe qui s'active. Voilà. Donc, je vais quand même désactiver ça au-dessus. Donc, c'est celui-là que je vais déplacer vers le décor de neige. Voilà. Elle est quand même encore fort grande, mais non, elle paraît grande. Parce qu'elle est là au fond, par rapport à la ligne d'horizon, elle est bien au-dessus de la ligne d'horizon. Vous voyez la ligne d'horizon, qui est une ligne qui traverse ici à peu près au fond de la rue. Et donc la lionne, là, quand elle déborde de la ligne d'horizon, elle paraît géante. Mais si on la met là, sans qu'elle ait changé de taille, elle paraît à taille normale. C'est génial ça. Donc ça, c'est une astuce, je vous montre. Quand vous faites une composition, et là je fais apparaître les règles et je tire un repère, mais ça vous ne le faites pas. Je vous ai matérialisé la ligne d'horizon par un repère horizontal dans la photo. Un élément qui déborde de la ligne d'horizon, ben plus il déborde, plus il paraît grand en fait. Et plus il est en dessous, plus il paraît petit. Voilà. Alors cette photo est particulière, la photo de la rue, parce que ça a été pris en mettant l'appareil photo proche du sol. C'est pas une personne qui se tenait debout et qui a pris la photo. Donc je ne sais pas vous expliquer plus à propos du positionnement d'éléments par rapport à la ligne d'horizon, mais sachez juste que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, sans même modifier la dimension de la lionne, là, sa position dans l'image fait qu'elle a l'air plus ou moins grande, à taille normale. Voilà. Bien, ok. Alors, ok, je vais la mettre comme ça, on va dire c'est bon. Je vais demander affichage, afficher repère, je vais aller décocher les repères parce que j'ai plus besoin de voir ce repère horizontal. Et vous allez enregistrer l'image. Donc là, je vais l'appeler rue neige-01. Oui, c'est très évolué comme nom, mais voilà. Et vous allez dupliquer le groupe, donc avec l'outil de déplacement et la touche Alt, ou alors en prenant le groupe et en l'amenant sur l'icône plus en bas de la palette des calques. Il y a encore plein d'autres méthodes pour dupliquer les choses, mais en voilà une. Et je me retrouve avec deux éléments parfaitement superposés. Avec l'outil de déplacement, je déplace, on voit qu'il y en a bien deux. Parfait. Donc on a la lionne qui est réellement à droite et on a celle qui est à gauche maintenant. Voilà. Bien, je veux qu'il y en ait une qui ait les yeux verts, mais l'autre doit avoir les yeux rouges. Eh bien, on va tester. Je me mets en affichage par fenêtre ici, parce que sinon, on va pas voir les onglets, ça va être compliqué pour comprendre. Quand on est débutant, surtout. Donc, j'ai l'onglet rue neige-01. J'ouvre le groupe de la lionne de droite. Je double-clique sur l'icône ici de l'objet dynamique. Ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Et là, je sais que j'ai un calque avec les yeux verts. Bien. Eh bien, sans faire de sélection, je vais juste aller chercher Image, Réglage, Teinte, Saturation. Donc, le raccourci, c'est CTRL U ou Commande U sur le Mac. Pourquoi? Quelqu'un sait? Pourquoi ça s'appelle CTRL U le raccourci? Pourquoi pas CTRL autre chose? CTRL T, vous allez dire, c'est la transformation manuelle. Donc c'était déjà pris. Bon, je vous explique. Parce qu'il y a une logique derrière tout.
En anglais, le mot teinte, c'est donc la couleur sans la composante saturation et luminosité. C'est juste, c'est du rouge. Je ne dis pas si c'est du rouge clair ou du rouge très saturé ou pas. Donc la teinte, ça s'appelle hue en anglais. H-U-E. Donc, c'est la teinte. Et donc, le raccourci, c'est CTRL-U, et en anglais, CTRL-U. Donc, il y a une logique derrière tout ça. Quoi qu'il en soit, avec le curseur teinte, ben, je joue sur le curseur teinte, et je peux balancer la couleur sur la roue chromatique, la couleur du calque sur lequel je suis en train de travailler. Je peux également modifier la saturation. Et donc, je voulais qu'il soit rouge. Donc, il faut que je trouve le positionnement pour avoir du rouge ici, sur la roue chromatique. Voilà. OK. Peut-être que je dois quand même aller modifier le mode de fusion du calque en me mettant là, au-dessus, et en faisant agir la roulette. Non, c'est quand je suis dans le menu, la roulette. Parce que j'avais pas du rouge très vif, en fait. Ah, voilà, incrustation. Ah non, ça a changé. Incrustation, on a dit. Voilà, OK. Un peu d'opacité en moins. Allez, on va dire que c'est bon comme ça. Bon. Donc, dans le travail ici, c'est là que ça va être un peu plus complexe que vous ne pensez que ça l'est. Dans le travail ici, j'ai ouvert cet objet dynamique qui correspond à la lionne de droite. Je viens de le modifier là-dedans. Je vais maintenant faire fichier enregistré. Je vais voir là. Et les deux lionnes ont les yeux rouges. Ah ah, pourquoi? Pourtant, j'ai modifié que celle de droite. Quelqu'un a une idée pourquoi les deux se sont modifiés? C'est une duplication qui lie les éléments. Intéressant comme concept. Et tout à fait exact en fait. C'est ce qu'on appelle une occurrence. Donc quand on duplique un objet dynamique dans une photo, en réalité, on ne fait que ajouter une copie de l'objet dynamique en quelque sorte. C'est une occurrence. Donc ce qu'on va faire ici, c'est d'abord je vais fermer le groupe qui est ici. Voilà. Le groupe qui s'était ouvert, le contenu de l'objet dynamique. Vous ouvrez donc le groupe de la lionne de droite. Et l'objet dynamique qui est là, vous allez l'activer comme ça. Puis vous allez demander menu calque, objet dynamique, nouvel objet dynamique par copier. Voilà. Donc dans le groupe, vous avez maintenant deux objets dynamiques. Celui que vous venez de copier, enfin je veux dire l'original qui vient d'être copié, et la copie de l'original. Voilà. Je peux le renommer ici pour indiquer qu'il est indépendant. Oui, parce que la technique de copie qu'on vient de faire ici, contrairement à celle précédente, la touche Alt est déplacée, ou amener le groupe sur le signe plus dans le bas de la palette des calques, eh bien cette technique de copie de l'objet dynamique, donc c'était donc calque, objet dynamique, nouvel objet dynamique par copier, ça a rendu indépendant l'objet dynamique. Donc je vais pouvoir déjà jeter celui-ci, il ne me sert plus l'original. Voilà. Et on va aller modifier le contenu de celui-là. Et on va voir ce qui va se passer. Est-ce que je vais pouvoir lui donner une couleur différente de l'autre? En principe, oui. Ce qui est vicieux, c'est qu'il n'y a rien qui indique que c'est un objet dynamique qui n'est pas une occurrence, qui n'est pas, qui est indépendant en fait. Alors on double-clique sur l'objet dynamique. Son contenu s'est ouvert dans un groupe.
Vous avez toujours le travail sur le calque là. Vous allez faire CTRL U, commande U sur le Mac. Vous allez changer la couleur. Voilà. Vous faites fichier enregistré. Vous allez voir dans le document. Et c'est réussi. On a réussi à modifier cet objet dynamique sans que l'autre ne se modifie. Voilà, donc cette dernière partie ici, j'avoue, on commence à aller vers du Photoshop un peu plus avancé. Mais enfin, ça vous explique que ça existe. Ça vous explique que si vous dupliquez un objet dynamique et que vous modifiez n'importe lequel d'entre eux, qui sont dans le trucage, ils vont tous se modifier. Et que c'est normal. Et qu'il y a une solution pour que ça ne se passe pas comme ça. C'est la solution, c'est de dupliquer l'objet dynamique par calque, objet dynamique, nouvel objet dynamique par copier.